depuis déjà, même avant le 7 octobre. Je pense que nous avons très mal géré toute cette crise autour de la réforme constitutionnelle. Ça fait déjà considérablement affaibli la droite israélienne et le Likoud en particulier. Et je pense que le fiasco du 7 octobre a apporté une teinte grave à la crédibilité du Likoud de manière générale et de Netanyahou en particulier. Je pense qu'il était nécessaire de créer une alternative à droite qui permet aux électeurs de droite de se reporter sur un parti de droite, mais qui ne soit pas le Likoud, qui ne soit pas discrédité comme Netanyahou ou le Likoud doivent l'être aux yeux d'une partie, d'une frange significative de l'opinion publique, y compris à droite. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Amir Weitman. Amir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Président du groupe des libéraux au sein du Likoud. La première question que je voudrais vous poser, c'est à propos de cette tension entre Israël et les États-Unis, on va dire plus exactement entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden. Et on a vu hier un Premier ministre assez pugnace qui n'a pas hésité à répondre au président américain en disant « Avez-vous déjà oublié ce qui s'est passé le 7 octobre ?» Alors, à votre avis, c'est la réponse qu'il faut adresser aux dirigeants américains actuellement face, on va dire, aux critiques qu'ils émettent de plus en plus ouvertement. Je rappelle le discours de Chuck Schumer et les déclarations de Kamala Harris, toutes ces déclarations qui donnent le sentiment que l'on est dans une crise ouverte entre l'administration Biden et l'État d'Israël, ou plus exactement l'administration Biden et Benjamin Netanyahou. Vous savez, il y a déjà très longtemps, quelqu'un avait dit, je ne me souviens plus qui, vous m'excuserez, qu'en Israël, il n'y a pas de politique étrangère, il y a juste une politique interne. Oui. Eh bien, je crois que la réalité, c'est que ça n'est pas seulement vrai en Israël, c'est aussi vrai aux États-Unis, c'est par ailleurs probablement vrai dans d'autres endroits aussi. Mais en tout cas, c'est très vrai aux États-Unis. Ce qui se passe, c'est qu'on est en année électorale et que on voit que malheureusement, le Parti démocrate devient de plus en plus dépendant de son aile gauche fanatique, islamo-gauchiste, en particulier au Michigan, où quelques dizaines de milliers de musulmans risquent de faire pencher la balance de toute l'élection présidentielle. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils font des sondages, les démocrates, et ils découvrent que ces musulmans ne sont pas satisfaits à cause du soutien américain à Israël, et ils essayent donc de, entre guillemets, balancer leur position, d'équilibrer leur position, pour faire en sorte qu'elle soit moins pro-israélienne, plus humanitaire vis-à-vis des Palestiniens, entre guillemets. Hein. Donc voilà, c'est ça la réalité. Le reste, probablement, n'a aucune importance. Simplement, c'est une question du prix que l'administration Biden paye vis-à-vis de l'extrême gauche du parti démocrate. Voilà, c'est tout. Donc je pense que Israël fait bien, le Premier ministre a bien fait de répondre. Ce d'autant plus qu'il faut tout de même pas oublier que l'aile gauche du Parti démocrate, c'est une chose, mais il y a le peuple américain qui a plus de 80%, je crois d'après les derniers sondages, c'était 82 ou 83%, soutient Israël largement face au Hamas. Donc, il faut s'appuyer sur cette opinion publique et rappeler à l'opinion publique américaine et au Parti démocrate aussi qu'ils ne peuvent pas non plus faire abstraction de l'écrasante majorité du peuple américain pour faire plaisir à un petit groupe de fanatiques islamo-gauchistes. Et je pense que donc le gouvernement, pour le Premier ministre en l'occurrence, a bien fait de dire ce qu'il a dit, mais je pense surtout qu'il faut en finir maintenant avec cette opération militaire à Rafah le plus vite possible afin d'amener un terme au volet, on va dire, purement militaire de ce conflit. Vous avez le sentiment que Benjamin Netanyahou craint justement ces menaces américaines et que cela le pousse à retarder une opération militaire dans la ville de Rafah? Alors, parfaitement, sinon ça fait des semaines que ce serait fini. Je veux dire, on a déjà fait, on va dire, je ne sais pas, mais peut-être 80% du travail militaire. Il faut en finir à Rafah, il faut en finir dans d'autres localités du centre de la bande de Gaza, et puis c'est tout. Mais là, je pense qu'on nous reste pour 2, 3, 4 semaines de combat, c'est tout. Hein. C'est encore beaucoup, mais c'est pas énorme. Il faut juste en finir, et pour en finir, il faut le faire. Mais évidemment, le problème, et avec le recul, c'était une erreur, il faut tout de même le dire, tactique, c'est que on a dû commencer en fait par Rafah et pousser les Arabes, les Palestiniens
dans ce qu'on appelle la Moissie, c'est-à-dire cette région là où il y avait le Gush Katif, qui n'est pas peuplée. Ça aurait été beaucoup plus simple de tous les concentrer là-bas. Une partie ont été concentrés là-bas, mais pas tous. On aurait dû tous les concentrer là-bas, raser Rafiah, et ensuite peut-être à la fin les repousser là-bas et les laisser là-bas. Et malheureusement, on a fait les choses un peu dans le mauvais ordre, et on en paye le prix maintenant. Alors évidemment, je comprends pourquoi on l'a fait dans l'ordre dans lequel on l'a fait. L'idée, c'était de faire taire les missiles, les roquettes palestiniennes le plus vite possible pour permettre à la vie de reprendre son cours normal à Tel Aviv et dans tout le sud d'Israël. Certes, mais avec le recul, c'était quand même une erreur. On aurait dû attendre, même si ça avait pris quelques semaines de plus. Alors, il fallait faire les choses différemment, mais évidemment, maintenant, c'est trop tard. Alors, dans la série des erreurs, est-ce que vous ne pensez pas que c'était aussi une erreur, ou que c'est aussi une erreur de la part de Binyamin Netanyahou de ne pas, en fait, lâcher du lest en direction des Américains, en disant tout simplement, en leur offrant ce qu'ils souhaitent, d'une certaine manière, à savoir une position du Premier ministre israélien concernant l'après-guerre dans la bande de Gaza. À savoir, peut-être dire, bien voilà, voilà ce que nous espérons après-guerre, voilà ce que nous voulons. Oui, peut-être à une autorité palestinienne renouvelée, peut-être lâcher du lest à ce niveau-là, parce que, comme dirait l'autre, ça ne mange pas de pain d'une certaine manière. Binyamin Netanyahou connaît bien la réalité israélienne, il connaît bien la réalité des Palestiniens, il sait que quelque part, il y a très peu de chances de voir une autorité palestinienne véritablement reprendre le contrôle, ou en tout cas aller vers un État palestinien. Donc quelque part, faire un geste en direction de l'administration Biden en disant, au lieu de dire non, dire oui mais, et peut-être apaiser les Américains ainsi. Peut-être, je ne sais pas. Vous savez, dans ce genre de contexte, c'est toujours très délicat parce que dans la réalité, nous n'avons pas accès à toutes les informations. Je pense que, en général, la tactique pendant de très nombreuses années de Netanyahou, ça avait toujours été de dire oui, mais on se souvient par exemple du fameux discours qu'il avait prononcé à l'université de Bar-Ilan en 2009, juste après être revenu au pouvoir, etc., etc. C'était toujours sa tactique, c'était oui, mais. Alors pourquoi est-ce que maintenant il a une autre tactique? Peut-être qu'il sait quand même quelque chose que forcément nous ne savons pas, je ne sais pas, mais je pense que pour le coup, enfin ça c'est une spéculation, je ne peux pas vous dire ce que je vous dis est correct, mais à mon sens, je pense que vu les circonstances qui sont quand même extrêmes, je crois qu'Israël ne peut pas jouer en créant des attentes qu'elle ne pourra pas respecter. Il faut dire d'entrée, eh bien, l'autorité palestinienne ne reviendra pas à Gaza, le Hamas doit être détruit, il faut trouver autre chose. Quoi? On ne sait pas, on verra. Oui, mais quand on dit on verra, Amir, quand on dit on verra, ça veut dire qu'on peut laisser une forme de chaos s'installer et au bout du compte, le Hamas revenir. C'est un peu ce qui se passe dans certaines zones de la bande de Gaza Alors, je pense qu'une fois que le Hamas aura été militairement défait, ce sera beaucoup plus compliqué pour lui de faire ce qu'il faut. Enfin, vous connaissez mon opinion depuis le lendemain, depuis le jour même de la guerre. Je pense que la présence de cette population dans la bande de Gaza n'est plus viable aujourd'hui. Et pour vous dire la réalité, d'après les statistiques qui ont été publiées, on a la majorité aujourd'hui de la bande de Gaza qui a été détruite. Il faut quand même revenir à la réalité, reloger c'est pas loin de 2 millions de personnes dans les situations actuelles. C'est une entreprise qui est très complexe et je pense qu'on n'aura pas d'autre choix. Comme je le dis depuis 5 ou 6 mois maintenant, depuis le début de la guerre, nous n'aurons pas d'autre choix simplement que de trouver des solutions qui permettront, en tout cas à une majorité de cette population, d'aller reprendre une nouvelle vie ailleurs. Une fois que ce sera fait, en fonction de la quantité de Palestiniens qui resteront dans la bande de Gaza, ce sera probablement plus facile à gérer, pour autant qu'il en reste. Maintenant, vu les circonstances actuelles, je pense que de nouveau, nous n'avons pas d'autre choix parce que ça va prendre 10 ans juste pour reconstruire et puis de toute façon pour arriver à faire quoi? Et on n'a pas réellement de choix. On sait que le Hamas n'est pas le produit simplement, on va dire, d'une dictature minoritaire qui a pris le pouvoir par la force. On sait que Hamas reflète les opinions de l'écrasante majorité de la population palestinienne, en tout cas vis-à-vis d'Israël.
Ensuite, est-ce qu'ils sont toujours d'accord avec leur politique dans domaines X ou Y? C'est une autre question. Mais l'attitude du Hamas vis-à-vis d'Israël et des Juifs est une attitude qui est partagée. On le voit dans tous les sondages qui sont faits chez les Palestiniens. C'est une attitude donc qui est partagée par l'écrasante majorité, en tout cas 75 à 80%, voire plus, du public palestinien. Donc on le voit, les Palestiniens en tant que public sont un peuple qui sont génocidaires vis-à-vis du peuple d'Israël, vis-à-vis des Juifs. C'est une situation qui est intolérable, qui ne nous permettra jamais d'arriver ni à la paix, ni même à la sécurité ou à la stabilité. Par conséquent, il faut trouver d'autres situations. Et je pense que, avec toute la meilleure volonté du monde, toutes les autres solutions ne sont que des chimères. Et je pense que le Premier ministre le comprend. Je suis même sûr que là, pour le coup, je n'ai pas une spéculation. Je suis sûr et je sais que le Premier ministre comprend que c'était une chimère et par conséquent, en finir militairement avec le Hamas d'une part et d'autre part ne laisser en fait un vacuum en termes gouvernemental permet de créer les conditions qui le jour d'après encourageront en tout cas une grande partie de cette population à aller se réinstaller ailleurs dans un endroit où ils pourront d'abord avoir une vie normale et pas être en permanence dans une situation conflictuelle où ils meurent, où ils sont blessés, où ils sont atteints, où leur vie est atteinte d'une part, et d'autre part, nous pourrons obtenir la sécurité et la stabilité. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de politique interne au Likoud. On a vu la démarche de Gideon Sa'ar, ancien pur produit du Likoud, qui a fait sécession et qui a créé son propre parti. Après s'être allié avec Benny Gantz, il l'a quitté. Et il se présente comme le futur leader d'une droite alternative. Est-ce que vous pensez que l'initiative prise par Gideon Sa'ar, et on va dire dans la mesure où il pourrait ramener ou rallier des gens comme Naftali Bennett, comme Yossi Cohen, est-ce que vous pensez que un parti plus modéré de centre-droite qui pourrait damer le pion et affaiblir considérablement le Likoud au point de le faire peu à peu disparaître? Alors, je ne sais pas si on parle d'affaiblir le Likoud et de le faire peu à peu disparaître. Je ne pense pas que ce soit ça qui soit aujourd'hui important. Je pense que d'un côté ou de l'autre, peu importe où on est placé, je pense que ce qui est très important, et on en avait déjà parlé, c'est de comprendre qu'en effet, depuis déjà, même avant le 7 octobre, même depuis l'année dernière, je pense que nous avons très mal géré toute cette crise autour de la réforme constitutionnelle. D'une part, que ça fait déjà considérablement affaibli la droite israélienne et le Likoud en particulier. Et je pense que le fiasco du 7 octobre a apporté une teinte grave à la crédibilité du Likoud de manière générale et de Netanyahou en particulier. Et on le voit dans tous les sondages. Donc, vu que c'est la réalité, on peut l'aimer ou pas, mais c'est la réalité, je pense qu'il était nécessaire de créer une alternative à droite qui permet aux électeurs de droite, il y en a beaucoup évidemment, de se reporter sur un parti de droite, mais qui ne soit pas Likoud, qui ne soit pas discrédité comme Netanyahou ou le Likoud peuvent l'être aux yeux d'une partie, d'une frange significative de l'opinion publique, y compris à droite. Donc, je pense que Sa'ar a compris ça, évidemment. Il a fait ce qu'il a fait, il a fait, je pense, bien, il a fait correctement, et surtout, ça a une importance nationale très, très, très grande, très importante, c'est critique, parce qu'on ne peut pas laisser, si d'aventure il y aura, à un moment ou un autre, de toute façon, il y aura des élections, peu importe quand, mais le jour où ces élections arrivent, on ne peut pas laisser la gauche retourner au pouvoir, parce que quoi qu'ils en disent aujourd'hui, si la gauche retourne au pouvoir, ce sera, ils reporteront, ils réessaieront de nouveau, en fait, de faire un plan qui est à peu près le plan de Olmert en 2006, que Olmert avait appelé à l'époque la Hitzkansut, c'est-à-dire, je ne sais pas très bien comment dire, la convergence. En fait, c'était une réplique du plan de retraite unilatérale de la bande de Gaza en Judée et Samarie, y compris l'expulsion de peut-être 150 ou 200 000 juifs de leur maison. C'est un désastre national. Et c'est ce que la gauche nous prépare, que personne n'ait aucun doute à ce sujet. Donc, il faut donner une maison politique de droite
à tous ces citoyens israéliens qui ne s'identifient aujourd'hui plus avec le Likoud. Quand je vous entends, Amir, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme d'empathie envers cette initiative de Gideon Sa'ar de votre part. Non, c'est plus qu'une question d'empathie. Je pense que c'est une initiative qui est critique, qui est extrêmement importante, qui était nécessaire et absolument essentielle pour la survie de l'État d'Israël. Je vais dire des choses extrêmement clairement. Alors ensuite, que ce soit Gideon Sa'ar ou quelqu'un d'autre qui prenne l'initiative, ça c'est pas très important. Peu importe en fin de compte qui c'est qui va faire en sorte qui va être le dirigeant de ce groupe. Mais il faut absolument éviter que le discrédit du Likoud et de la coalition au pouvoir rejaillisse sur la réalité politique le jour où il y aura des élections, parce que si c'est le cas, nous mettons en danger l'avenir de l'État d'Israël. Ça, il faut dire les choses franchement. Parce que, de nouveau, l'alternative, et c'est ce que la gauche, je ne sais pas s'ils le proposeront ouvertement ou simplement ils le feront une fois qu'ils seront au pouvoir, mais ce qu'ils veulent faire, et ils n'ont pas changé de plan depuis 2006, c'est soit, évidemment, un accord à 2 États avec un État palestinien en Judée-Samarie. Ça, c'est un désastre, mais même s'ils n'arrivent pas à trouver un accord, et pour le coup, j'ai évidemment des doutes sur la capacité de trouver un accord avec les Palestiniens, mais ce qu'ils feront, de nouveau, c'est une version du plan qu'avait proposé Olmert avant les élections de 2006. Et ça, c'est un plan, de nouveau, c'est répliquer en Judée-Samarie ce qui avait été fait en 2005 dans la bande de Gaza, et on voit les résultats. Et que personne ne s'imagine qu'à cause de ce qui s'est passé maintenant, les plans de la gauche vont changer, ils vont pas changer. Parce qu'une chose que la gauche nous a appris depuis des dizaines d'années, c'est que la réalité n'a aucune prise sur eux. Donc on voit qu'ils continuent si vous voulez, à faire avancer les mêmes plans. On voit d'ailleurs que la communauté internationale n'a pas changé, au contraire. Oui. On est en plein délire où on voit l'administration Biden et des gens en Europe et ailleurs qui veulent non seulement empêcher Israël de terminer la guerre, mais qui en fait proposent de facto de transformer l'opération, le massacre du 7 octobre en victoire politique palestinienne, parce qu'on parle maintenant de reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Enfin, c'est complètement délirant. En d'autres termes, ça vaudrait dire, continuez à tuer les Juifs parce qu'on va vous récompenser. C'est ça la réalité. Donc, il faut absolument empêcher tout ça. Et la seule et unique manière aujourd'hui, dans le contexte politique actuel, d'empêcher ça, c'est de créer une alternative à droite au Likoud et à la coalition actuelle. C'est clair. Ce n'est pas parce que moi je veux ça particulièrement, mais c'est parce que c'est la seule possibilité au vu de l'opinion publique israélienne. Eh bien, Amir Weitman, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions à la fois donc sur cette crise entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou, et puis donc sur ces derniers développements internes au sein de au sein de la droite israélienne, les changements que vous semblez d'une certaine manière donc cautionner pour justement essayer de conserver le pouvoir au bout du compte. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Amir. À bientôt. Bonne journée. Au revoir.